Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis. Nous retrouvons nos podcasts, nos balados sur gilesparent.com, sur Spotify, sur Google Podcast, également balado de Apple et sur YouTube, le canal Parents et Amis. Mon invité est une spécialiste de l'analyse du système politique américain. Je vais mettre mes lunettes, probablement que je vais faire moins d'erreurs. Elle est politologue et journaliste. Vous la connaissez bien. Ça fait plusieurs années qu'on collabore ensemble. Elle est basée à Washington de 89 à 2018. Marie-Christine Bonzon a été journaliste à Voice of America, puis correspondante de la BBC. Elle a couvert les mandats de 5 présidents américains, George Bush père, Bill Clinton, Bush fils, Barack Obama et Donald Trump. Évidemment, aujourd'hui, on va parler aussi de Joe Biden. Elle est de retour dans l'Hexagone maintenant où elle décrypte la politique américaine, les politiques des États-Unis pour les médias français et internationaux. Bonjour Marie-Christine, comment allez-vous? Bonjour Gilles, ça va très bien. Et vous? Je suis très content de vous parler. Avec plaisir, toujours. À nouveau. Donc, on a beaucoup de sujets, puis comme si les États-Unis, c'était toujours un grand fleuve tranquille. Je pense pas, hein? Je pense pas que ça... Non, pas tout à fait. C'est jamais simple quand on parle de la politique américaine. Particulièrement depuis l'ère Trump, et on peut pas dire que Joe Biden fait un succès fou non plus. Non, les choses sont vraiment compliquées et toujours assez imprévisibles en ce moment. Donc, c'est la controverse. On va commencer par Donald Trump, parce qu'on va les prendre séparément. Il y a plusieurs sujets qui vont nous intéresser aujourd'hui. Est-ce qu'on comprend mieux pourquoi le FBI a perquisitionné chez M. Trump à sa demeure? Mais pas officiellement, vraiment, hein, Gilles. On a eu une allocution de 4 à 5 minutes de Merrick Garland, c'est le ministre de la Justice de Joe Biden. Il a pris la parole la semaine dernière, quelques jours après la perquisition du FBI à Mar-a-Lago, la résidence de l'ancien président Trump en Floride. Et Merrick Garland s'est arrangé pendant environ 5 minutes pour ne pas dire grand-chose. Hein, donc, il n'a pas indiqué exactement pourquoi, surtout le pourquoi de la perquisition. Merrick Garland, donc, c'est le ministre de Biden. Il a indiqué seulement, ça c'était vraiment de l'information, si vous voulez, qui ressortait de cette allocution. La seule information, vraiment, c'est qu'il a indiqué qu'il avait personnellement approuvé le mandat de perquisition à Mar-a-Lago. Donc, c'est sous pression. Sous pression que le FBI, dont dépend évidemment, qui dépend donc du ministre de la Justice, que le FBI a rendu public le mandat de perquisition et puis un autre document qui s'appelle la liste des documents saisis lors de cette perquisition. Et là, dans le mandat de perquisition et dans la liste des documents saisis, mais surtout dans le mandat, on a des informations. Et on voit que le mandat de perquisition, cette perquisition qui a eu lieu donc le 8 août en Floride, eh bien, a été obtenue sur la base de textes relatifs aux archives présidentielles, à la possession de documents classés secret d'État et à l'entrave à la justice. L'un des chapitres du Code fédéral qui est invoqué par le mandat de perquisition a même trait à l'espionnage. Donc, en clair, pour le moment, de ce que l'on sait, sur la base de ce mandat de perquisition, Trump est soupçonné potentiellement par le FBI de trahison, d'espionnage, c'est-à-dire d'avoir gardé et communiqué des secrets d'État, éventuellement, à un ou des pays tiers. Alors, Trump était en relation avec le service des archives présidentielles qui se trouve à Washington, et ce, depuis son départ de la Maison-Blanche, c'est le 20 janvier 2021. Il avait rendu 15 cartons qu'il avait embarqués en janvier dernier. Il a rendu ces 15 cartons. Puis, il y a eu une visite d'un responsable des archives nationales à Mar-a-Lago. Ce responsable n'a pas repris plus de documents, mais il a simplement demandé à ce qu'un cadenas soit apposé sur la porte où ces cartons étaient entreposés. Et puis soudainement, le 8 août, on a cette perquisition du FBI. Alors, évidemment, comme toujours, les spéculations vont bon train. Alors, les questions, évidemment, qui flottent, c'est la perquisition est-elle seulement liée à ces fameux documents emportés par Trump le 20 janvier 2021, quand il a quitté la Maison-Blanche, ou est-ce que le FBI, qui enquête aussi par ailleurs sur ce qui a conduit à la fameuse invasion du Capitole par des partisans de Trump le 6 janvier 2021, est-ce que le FBI voulait saisir d'autres éléments dans le cadre de cette enquête-là? Alors, on devrait en savoir un peu plus dans les prochaines heures, au moment où nous parlons.
il y a un magistrat fédéral qui siège en Floride qui s'apprête à entendre les parties. Alors les parties, c'est Trump, et puis de l'autre côté, le FBI et le ministère de la Justice. Parce que Trump a demandé, et le Parti républicain a fait pression également, pour obtenir également la publication d'un document qu'on appelle en anglais un affidavit, c'est-à-dire une déclaration sous serment dans laquelle un agent du FBI en charge du dossier dit au juge, auprès duquel il demande un mandat de perquisition, quelle est la cause probable d'un crime qui aurait été commis et qui justifierait cette perquisition. Donc ça présente, l'affidavit, la déclaration sous serment, ça présente, si vous voulez, l'argumentaire utilisé par le FBI pour obtenir un mandat de perquisition, c'est-à-dire donc la raison probable que le FBI aurait de soupçonner Trump et donc de perquisitionner. Alors cette audience va avoir lieu ce jeudi au moment où nous parlons, et le magistrat qui s'appelle Monsieur Reinhardt est le même qui a délivré le mandat de perquisition. Du coup, Trump demande que ce juge se récuse dans cette affaire puisqu'il a déjà émis une décision importante, le mandat de perquisition, et également parce que ce juge, il se trouve que ce juge est un juge démocrate qui a donné pas mal d'argent aux campagnes présidentielles de Barack Obama. Donc Trump demande à ce que ce juge se récuse. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Toujours est-il que le FBI, de son côté, refuse de divulguer la déclaration sous serment, l'affidavit, en disant que cela pourrait compromettre cette enquête, la coopération des témoins dans cette enquête, mais aussi toutes les enquêtes du FBI par ailleurs. Quant à Trump, il fait valoir qu'il y a un désir de transparence qui, de son point de vue, est évident à la suite de la publication du mandat de perquisition et de la liste des objets saisis. Et il souhaite la divulgation de l'affidavit dans son intégralité, c'est-à-dire non expurgée, sans rature. Ce qui nous a surpris, Marie-Christine, comme citoyen, c'est que d'abord, c'est M. Trump qui l'a annoncé à tout le monde, qu'il y avait eu cette perquisition-là. Et à moins que j'ai manqué une partie des nouvelles, on n'a pas eu de détails tant que ça sur l'opération comme telle, comment s'est déroulée la visite du FBI. Est-ce qu'on en sait plus là-dessus? Alors, on a certaines informations, d'abord parce que des caméras se trouvaient sur les lieux, et bien sûr, les journalistes et les caméras sont arrivés relativement rapidement. Donc, on sait que ça a eu lieu lundi, le 8 août, avant l'aube. Le mandat de perquisition, d'ailleurs, qui a été publié sous pression par le FBI la semaine dernière, indique bien que le mandat allait démarrer à partir de 6 heures du matin. Donc, c'est avant l'aube que les agents du FBI se sont présentés à Mar-a-Lago, une trentaine d'agents, certains armés. La perquisition a duré 9h30. Elle a eu lieu partout dans la résidence de Mar-a-Lago. On sait que c'est une énorme résidence. Ce n'est pas seulement la maison de Donald Trump en Floride, mais c'est aussi un club de golf, un lieu où on peut, je sais pas, enfin, c'est pas tout le monde, ça coûte très cher, mais on peut organiser un mariage, on peut organiser un événementiel, etc. Donc, le mandat de perquisition indique que les agents pouvaient aller, s'ils le souhaitaient, partout à Mar-a-Lago, sauf dans les chambres qui appartiennent ou qui étaient occupées par des clients du club, des membres du club. D'accord ? Donc le FBI n'a pas autorisé des avocats de Trump qui se sont trouvés sur place assez rapidement d'assister à la perquisition, donc de les suivre dans telle ou telle pièce. Ils ont dû attendre dehors, mais selon le camp Trump, les caméras de sécurité qui sont installées un peu partout à Mar-a-Lago ont permis de suivre une partie de la perquisition. C'est-à-dire que Trump et certains de ses avocats ont pu apparemment regarder ce qui se passait grâce à ces caméras de sécurité privées, donc, au moins pour une partie des 9h30 de perquisition. Trump, de son côté également, affirme que les agents du FBI ont même fouillé les appartements privés de Melania Trump, l'ancienne première dame, ainsi que ses placards. Apparemment, elle en a beaucoup. Le FBI a saisi une vingtaine de cartons. Il a saisi de nombreux autres documents individuels. On les voit donc, ça sur le deuxième document qui a été obtenu, dont la divulgation a été obtenue par Trump et les Républicains la semaine dernière. Donc dans cette liste, on voit qu'il y a des documents individuels. Il y a aussi des albums de photos. Certains documents sont classés confidentiels, d'autres sont classés secrets, donc sont classés top secret. Il y en a même certains qui sont classés donc avec une classification de sécurité qui est telle dans le gouvernement américain qu'elle n'est pas censée exister. Voyez. La liste des objets saisis, alors, elle a été présentée, donc une fois que la perquisition a été
terminée au bout de 9h30. Elle a été présentée sur place à une des avocates de Trump à l'issue de la perquisition. Cette avocate l'a signée, donc on voit donc sur la liste des objets saisis la signature de Madame Robb, qui est l'une des avocates de Trump, et elle en a reçu copie. Alors sur cette liste maintenant, donc on voit les documents dont je viens de parler, mais ne figurait pas sur la liste des objets saisis des passeports de Trump. Le FBI, pendant plusieurs jours après la perquisition, a nié avoir saisi des passeports de Trump. Mais en fait, contrairement aux démentis que le FBI avait fournis à certains médias américains, le FBI a bel et bien saisi 3 passeports de Trump. Il y avait 2 passeports personnels expiré et un passeport diplomatique en cours de validité de Trump. Et donc c'est sous pression, là encore, que le FBI a d'une part admis qu'il avait saisi également des passeports qui ne figuraient pas sur la liste des objets saisis et qu'il les a donc rendus à Trump quelques jours après la perquisition. Est-ce qu'on sait exactement qu'est-ce que le FBI cherchait et surtout ce qu'ils ont trouvé par rapport à ce qu'ils espéraient? Alors, comme je le disais tout à l'heure, Gilles, c'est a priori, le FBI voulait seulement récupérer des archives pour les confier au fameux service fédéral compétent, celui des archives nationales, que tous les gens qui ont visité Washington visitent pour le moins, certains touristes intéressés dans la chose fédérale et dans la chose gouvernementale, c'est-à-dire les archives nationales où se trouvent notamment certains documents fondateurs. Est-ce qu'ils ont présumé qu'ils ne les auraient pas eus s'ils l'avaient demandé directement à M. Trump? Alors, c'est l'une des questions qui plane, c'est-à-dire que le camp Trump affirme qu'il avait une relation très cordiale avec le FBI sur ce dossier, très cordiale avec directement le service fédéral des archives nationales, et que quelque part entre début juin et le 8 août, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait qu'il y a eu ce mandat de perquisition et cette perquisition. Alors, si la publication de la déclaration sous serment, le fameux affidavit, comme on l'appelle en anglais, du FBI, est acceptée par le juge ce jeudi, on en saura peut-être plus sur le pourquoi. C'est-à-dire pourquoi le FBI a-t-il fait un mandat de perquisition et aussi peut-être sur le quoi, c'est-à-dire sur ce qu'il cherchait effectivement. Alors, ce qu'il a trouvé pour le moment, d'après la liste des objets saisis, comme je disais tout à l'heure, c'est une liste qui est finalement pas détaillée du tout. Donc c'est une liste extrêmement sibylline. Et donc à part le niveau de classification de certains cartons, de certains documents, on ne sait pas ce que le FBI a emporté de lundi 8 août. Ces cartons, on ne sait pas exactement ce qu'ils contiennent et on ne sait pas non plus à quoi ces documents individuels sont relatifs. À part deux, qui portent le nom sur la liste des objets saisis, Gilles, d'un certain Roger Stone, que les habitués de la politique américaine reconnaîtront. Roger Stone, c'est un lobbyiste républicain, c'est quelqu'un qui est impliqué dans des campagnes présidentielles aux États-Unis, à remonter jusqu'à Richard Nixon. Il a fait celle aussi de George W. Bush, il a aidé Reagan et il a aidé Trump jusqu'à août 2015. Pas trop longtemps, mais ils sont restés très amis, très proches, à tel point que Trump l'a gracié juste avant de partir de la Maison-Blanche, car Roger Stone avait été inculpé par le FBI d'entrave à la justice. Et il y a un autre document dont on sait à quoi il est relatif, mais alors c'est là aussi très sibyllin, c'est un document qui porte le nom d'Emmanuel Macron, The French President. C'est ce qu'indique la liste des objets saisis. On ne sait pas pourquoi Donald Trump les a emportés à Mar-a-Lago, ces documents, on n'en sait rien. Mais en tout cas, voilà ce qu'a trouvé pour le moment, ce qu'on sait sur ce que le FBI cherchait et sur ce qu'il a trouvé. Quelle est la suite probable pour M. Trump? Alors, d'abord, Gilles, cette perquisition, sur le plan politique, c'est un tremblement de terre politique aux États-Unis. C'est un acte sans précédent à l'encontre d'un ancien président des États-Unis. Alors, de deux choses l'une dans cette affaire. Soit le FBI et le ministre de la Justice ont, par devers eux, des preuves accablantes d'un crime majeur, trahison, espionnage, ce genre de choses. Et c'est la fin de Trump. Soit le FBI et le ministère de la Justice n'ont rien de solide pour inculper Trump, et alors là, ça sera une crise politique constitutionnelle majeure, historique, pour le pays et pour la nation. Mais pour le moment, sur le plan juridique, ce que l'on sait, c'est que Trump va donc tenter aujourd'hui d'obtenir la publication de l'affidavit, et pour le moment, sur le plan juridique, le seul document auquel on peut se référer pour voir ce que Trump risque en termes de sanctions, civiles ou pénales d'ailleurs,
éventuel, c'est ce fameux mandat de perquisition. Alors il y a 3 textes qui sont expressément invoqués par le FBI dans le mandat. Et ces 3 textes font tous partie de ce qu'on appelle aux États-Unis le US Code, c'est-à-dire le code fédéral qui rassemble l'ensemble des lois fédérales. Et particulièrement donc le chapitre 18. Alors, dans le chapitre 18, le mandat de perquisition se base sur la section 793, c'est celle qui fait partie du fameux Espionage Act de 1917, c'est-à-dire la loi contre l'espionnage. Alors, ça vise l'espionnage. Dans ce cas-là, ça serait quelqu'un qui rassemble des informations relatives à la défense nationale des États-Unis, qui les transmet et ou qui les détruit. Alors là, il encourrait, s'il était inculpé et s'il était reconnu coupable, au titre de cette section 793 de l'Espionnage Act de 1917, il encourrait une amende dont le montant n'est pas spécifié par la loi et ou jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Le mandat de perquisition, Gilles, fait aussi référence et se fonde pour perquisitionner sur un autre texte du US Code qui est la section 1519. Alors ça a trait à l'entrave à la justice, obstruction à la justice comme on dit en mauvais français. Et là, ça coûte une amende, là encore dont le montant est à l'appréciation du juge, et ou jusqu'à 20 ans de prison. Donc on notera d'ailleurs que l'entrave à la justice peut coûter plus d'années d'emprisonnement que l'espionnage. Curieux, mais bon, c'est comme ça. Et puis, il y a un 3e texte qui est invoqué par le mandat de perquisition, c'est la section 2071, et qui fait cette fois-ci partie d'une loi de 1978 sur les archives présidentielles. C'est ce qu'on appelle le Presidential Records Act, qui a été adopté à cause de Nixon et du Watergate, 4 ans après. Watergate, c'était en 1974, il part, et il aurait souhaité, Nixon, partir avec certains papiers. Mais dans le contexte du Watergate, on s'est dit, bon, ok, au Congrès, les gens du Congrès, démocrates et républicains d'ailleurs, se sont dit, non, c'est vraiment pas une bonne idée pour vous, Richard Nixon, de partir avec des papiers. Et donc, on va concocter quelque chose après la présidence Nixon, et ils sont arrivés à ce texte de 78. Alors, ça vise la possession, le recel, la détérioration ou la destruction, volontaire ou involontaire, de documents qui appartiennent au gouvernement fédéral par un fonctionnaire de quelque niveau qu'il soit. Ça peut être un fonctionnaire de carrière, comme ça peut être un nominé politique, un ministre ou autre, un secrétaire d'État, et ça peut être aussi éventuellement un président des États-Unis. Alors là, ça vous vaut donc une amende, là encore le montant n'est pas spécifié, et ou une peine de prison pouvant aller jusqu'à 3 ans. Donc vraiment, là où Donald Trump risque le plus, c'est pour l'entrave à la justice, jusqu'à 20 ans de prison. Mais par contre, l'histoire des archives présidentielles, ça se complique. Parce que l'une des clauses prévues par cette section 2071 dit que, éventuellement, la personne qui serait reconnu coupable, inculpé, reconnu coupable de possession, recel, détérioration, destruction volontaire ou non de documents appartenant au gouvernement fédéral, eh bien, cette personne pourrait se voir interdire d'occuper toute autre fonction publique au sein du gouvernement fédéral. Alors du coup, notamment les démocrates, les plus anti-Trump, disent « Oula, super, cela voudrait dire que Trump, s'il est inculpé là-dessus, eh bien, pourrait se voir interdit de se représenter, notamment en 2024, pour la présidentielle de 2024. » Alors de son côté, Trump n'est pas inculpé, bien sûr, pour le moment. Il dénonce une persécution à caractère politique, mais s'il est inculpé, il risquerait donc très gros sur le plan juridique. Mais connaissant un peu le style Trump, c'est difficile d'imaginer que le FBI ait pu penser que ça se fera en catimini, les recherches qu'ils ont fait à sa maison. Donc, à la rigueur, on se dit, j'espère qu'en 2022, le dossier est solide. Parce que là, je vais être obligé, comme observateur, de me dire, probablement que ceux qui disent que si le FBI s'est fourvoyé, probablement que ça peut aider à Trump dans un éventuel retour en 2024. Ça pourrait, mais si on regarde les textes sur lesquels le mandat de perquisition s'appuie, Gilles, on voit que ce sont des textes qui sont aussi difficiles à gérer pour un procureur. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de jurisprudence sur ces textes. On ne sait pas. Alors, il y a un seul individu aux États-Unis qui a été sanctionné au titre de la loi sur les archives nationales. C'est une loi d'ailleurs qui n'est même pas assortie d'un mécanisme de mise en application, donc c'est dire. Mais la seule personne à avoir été jamais condamnée sur cette base, c'est un démocrate. C'est Sandy Berger, qui était l'ancien conseiller du président Bill Clinton pour la sécurité nationale en 2005, donc après avoir quitté ses fonctions.
Et pour préparer apparemment une déposition quant à la lutte contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre 2001, il va aux archives nationales. Il va aux archives nationales, on le laisse consulter des documents secrets. Et Sandy Berger va par la suite être reconnu coupable d'avoir emporté des documents secrets relatifs à la guerre contre le terrorisme islamiste en les fourrant dans son pantalon et dans ses chaussettes. Le gars est condamné à une amende de 50 000 $ et à 2 ans de prison avec sursis et mise à l'épreuve. Et en plus de ça, Sandy Berger se voit retirer son habilitation de sécurité, ce qu'on appelle le security clearance, aux États-Unis, à Washington en particulier, dans le gouvernement américain, et qui vous permet, si vous l'avez, et il y a plusieurs gradations dans la security clearance, qui vous permet de regarder des documents secrets, voire ultra secrets. Et cette habilitation, il l'a perdue, Sandy Berger, pendant 3 ans. Donc on voit que les sanctions étaient importantes, mais pas catastrophiques non plus pour M. Berger. Alors, en ce qui concerne maintenant le deuxième texte, le 2071 du Code, là toujours l'histoire des archives présidentielles, celle qui prévoit aussi comme punition, comme sanction, la possibilité de se voir interdire tout autre poste public pour le coupable, éventuellement de Donald Trump, eh bien, là aussi, la jurisprudence, c'est-à-dire la Cour suprême, dans ce cas précis, a estimé que les conditions d'éligibilité au poste de président des États-Unis, donc c'est le poste que Trump, bien sûr, pourrait briguer. Je ne pense pas qu'il soit intéressé par un poste autre au sein du gouvernement fédéral. Eh bien, ces conditions d'éligibilité relèvent exclusivement de la Constitution, non pas de la loi. Donc, ce n'est pas à la loi de dire, bon. Et donc, ça veut dire qu'un casier judiciaire vierge, avoir un casier judiciaire vierge, n'est pas une condition posée pour pouvoir briguer la Maison-Blanche. Pourquoi ? Parce que la Constitution, elle ne cite que 3 conditions pour être éligible en tant que président. Il faut être un citoyen des États-Unis de naissance, il faut avoir vécu aux États-Unis au moins 14 ans, et il faut être âgé d'au moins 35 ans. Voilà les 3 seules conditions prévues par la Constitution pour pouvoir briguer la Maison-Blanche. Alors, la question s'était déjà posée en 2015-2016. Au tout début, donc, et jusqu'à d'ailleurs l'élection présidentielle, pendant la campagne présidentielle de 2016, à propos d'Hillary Clinton. Dans l'affaire, on se souvient qu'Hillary Clinton, quand elle était ministre des Affaires étrangères, cela avait été révélé donc en 2015, avait utilisé un serveur privé d'emails et des emails privés pour traiter de ses affaires de ministre des Affaires étrangères. Donc, il est supposé que, évidemment, ces emails avaient trait à des choses qui avaient trait au secret défense et au secret d'État. Il y avait eu une enquête du FBI, on s'en souvient, en pleine campagne présidentielle, qu'il y avait ce risque d'atteinte à la sécurité nationale potentielle. Et le FBI, quasiment à la fin de la campagne présidentielle, avait décidé de ne pas inculper Hillary Clinton en invoquant comme raison que Hillary Clinton était candidate à une campagne présidentielle en cours. Donc, comme en 2016, il est probable aujourd'hui que Trump ne pourrait pas être sanctionné par une interdiction de poste électif au sein du gouvernement fédéral. La majorité des juristes américains et ceux de la Cour suprême, et on sait que la Cour suprême maintenant, évidemment, est dominée par des juges républicains, eh bien, la majorité des juristes considèrent que c'est la Constitution, pas la loi, donc pas le Congrès, qui détermine qui peut se présenter à la présidentielle. Et par ailleurs, on a un texte, le 3e, sur lequel le mandat de perquisition s'appuie, c'est l'Espionnage Act. Et ça, c'est une loi ancienne sur laquelle il y a aussi peu de jurisprudence, on va le voir. C'est une loi de 1917, comme j'ai dit tout à l'heure, et elle est controversée aux États-Unis. Alors, elle n'a pas servi contre des espions, véritablement, depuis des lustres. Les espions les plus célèbres, bien sûr, condamnés, et condamnés d'ailleurs à mort par l'Espionnage Act, sous le titre de l'Espionnage Act, c'était bien sûr Ethel et Julius Rosenberg en 1951. Mais pendant des années, on ne l'a plus du tout utilisé. Sous Obama, les choses changent. Obama est le seul président qui a énormément utilisé l'Espionnage Act pour poursuivre non pas des espions, mais des lanceurs d'alerte, ceux qu'on appelle en anglais les whistleblowers. Il en a poursuivi 8. C'était le maximum, c'était plus que n'importe quelle personne et n'importe quel président avait poursuivi sous le titre de l'Espionnage Act, tous les présidents américains combinés, si vous voulez. Sous Trump, il y a eu une autre personne, donc ça fait donc 9 personnes au total, qui a été poursuivie au titre de l'Espionnage Act. Là aussi,
c'était un lanceur d'alerte, plus précisément une lanceuse d'alerte qui s'appelait Reality Winner. Donc 9 personnes au total, c'est plus que pendant tous les autres présidents depuis 1917. Donc c'est une loi controversée parce qu'elle a été utilisée à des fins qui n'étaient pas celles qui avaient été envisagées par le législateur en 1917, avant donc le premier conflit mondial. Et c'est une loi qui a été très peu utilisée et certainement pas contre un ancien président. Donc là aussi, on a relativement peu de jurisprudence. Est-ce qu'on sait dans l'histoire si le Parti républicain essentiellement est derrière M. Trump? Oui, là, depuis la perquisition, oui, absolument. Y compris des gens comme Mitch McConnell, le sénateur Mitch McConnell du Kentucky, qui, on s'en souvient, est d'abord le chef véritable du Parti républicain à Washington, en tant que chef de la minorité démocrate, républicaine plutôt, au Sénat, mais qui aussi avait fortement critiqué Donald Trump pendant le dernier procès en destitution de celui-ci, juste avant son départ ou après son départ. Mitch McConnell, dont s'est rallié à Trump depuis le mandat de perquisition, en faisant pression lui aussi, en ajoutant sa voix très importante, pour faire pression sur le FBI, l'administration Biden et le ministre de la Justice, afin que le mandat de perquisition et la liste des objets saisis le 8 août dernier à Mar-a-Lago soient publié. Et on a vu aussi même le concurrent le plus en vue de Donald Trump à une primaire républicaine dans la lignée, dans la mire, avec pour ligne de mire la présidentielle de 2024, le fameux gouverneur de Floride, Ron DeSantis, se joindre lui aussi au cœur et des républicains qui exigeaient, d'une part, qui se scandalisaient de cette perquisition, la dénonçait comme une politisation du FBI, et Ron DeSantis également donc a demandé la publication du mandat de perquisition et de la liste des objets saisis. Alors ils ont fustigé tous le FBI, le ministre de la Justice Merrick Garland, ils les ont accusés de chasse aux sorcières, de vendetta politique, de politiser justice et police fédérale afin de nuire à Donald Trump, qui est l'opposant, bien sûr, principal du président Biden. Donc, ils les accusent aussi, les républicains, ils accusent aussi les démocrates, le FBI et le ministère de la Justice, d'utiliser 2 poids 2 mesures. Ils font remarquer qu'il n'y a pas eu de perquisition chez Hillary Clinton pendant l'enquête de 2015-2016 concernant son utilisation d'un serveur privé pour des communications publiques, des communications confidentielles relatives aux relations internationales des États-Unis. Il n'y a pas eu d'inculpation, bien sûr. On voit aussi qu'au-delà de l'appareil, je dirais, du Parti républicain, avec Mitch McConnell, Ron DeSantis et tout ça, on voit que les sondages montrent que près de 77% des Américains qui se considèrent comme proches du Parti républicain estiment que ce sont les ennemis politiques de Trump qui sont derrière cette perquisition. Donc là, je dirais, si vous voulez, Gilles, que les républicains jouent un peu aussi sur du velours avec le FBI, parce qu'il se trouve que déjà depuis longtemps, le FBI est l'une des institutions fédérales les plus discréditées aux yeux d'une bonne majorité d'Américains, et ce depuis bien avant Donald Trump. Il y avait évidemment Edgar Hoover, qui n'a pas été une publicité formidable pour le FBI, bien sûr. Il y a eu évidemment le fait qu'une commission du Congrès en 1976 avait trouvé que le FBI s'était plus intéressé à chasser les protestataires de la guerre du Vietnam plutôt qu'à lutter contre les espions, justement, ou contre le crime organisé. Et en 2015, on a même eu un rapport relayé par le Washington Post selon lequel le FBI et ses médecins légistes, incroyablement, avaient menti lors de témoignages dans des procès criminels pendant des décennies, y compris pendant des procès criminels qui ont conduit à la condamnation à mort des inculpés. Donc le FBI n'est pas une institution très respectée à ce stade et déjà depuis longtemps par les Américains qui s'interrogent sur sa crédibilité. Et en 2021, l'année dernière, il y avait seulement 44% des Américains qui se disaient satisfaits de leur police fédérale, le FBI. Alors cela dit, si le Parti républicain est aujourd'hui ressoudé après ce mandat de perquisition, si les électeurs républicains sont ressoudés, on voit quand même que la majorité, une bonne moitié d'électeurs inscrits, républicains ou autres, approuvent la perquisition, et jusqu'à 58% estiment que Trump a probablement ou sûrement violé l'une des lois qui sont évoquées par le mandat de perquisition.
Donc, d'ici l'élection, on comprend qu'on va en entendre parler, puis on va en parler beaucoup. Ah oui, ça ne va pas arrêter Non. jusqu'au midterm et jusqu'en Et 2024. pour les institutions américaines, pour le grand public qui observe ça, le fait que le FBI se soit discrédité aux yeux de plusieurs, le fait que la Cour suprême a perdu une part de neutralité qu'on espérait encore, ça explique peut-être pourquoi le grand public américain est un peu tanné de ce bipartisme trop fort. Ah, totalement, Oui, totalement, hein? Ça va exactement. ensemble, Et je tout ça va pense que ensemble. oui, parce que je crois que de plus en plus, une bonne partie des Américains, effectivement, estiment que la politisation est en train de gagner, y compris les institutions judiciaires. On le voit avec les accusations des démocrates envers les magistrats de la Cour suprême. La majorité républicaine, et puis on le voit avec les accusations des républicains, électeurs et appareils républicains, contre le FBI à propos du deux poids, deux mesures. Remarquez bien sûr que pendant l'enquête sur les allégations de collusion de Trump avec la Russie a été remise en cause par l'enquêteur spécial qui enquête actuellement, qui s'appelle John Durham, et qui a montré dans différentes décisions qui ont été prises dans le cadre de cette enquête récemment, qui ont montré que l'enquête du FBI avait été basée sur des allégations formulées par un avocat d'Hillary Clinton pendant la campagne de 2015-2016 et approuvées par Hillary Clinton elle-même, et que ces allégations avaient été amenées par cet avocat jusqu'au FBI, où il avait trouvé des oreilles complaisantes apparemment, et assez complaisantes pour les présenter à un tribunal spécial qui s'appelle FISA et qui approuve ou non des mandats de perquisition secrets. On va parler un peu de Joe Biden parce que, comme je disais d'entrée de jeu dans ce balado, Marie-Christine, on peut pas dire que le mandat de monsieur, dans ce mandat-là, Joe Biden brille. Là. Non, on a déjà eu l'occasion d'en parler au fil des années et depuis la campagne présidentielle, vous et moi, Gilles, et je crois qu'il faut se rappeler d'une part que Joe Biden, ses problèmes ne datent pas simplement de sa présidence en termes de popularité. C'est quelqu'un, d'une part, qui était un candidat par défaut en 2020 pour le Parti démocrate. Il avait toujours été relativement peu populaire auprès des démocrates eux-mêmes. Il avait été d'ailleurs refoulé par 2 fois lors d'une campagne présidentielle côté primaire, primaire démocrate en 88 puis en 2008. Il avait commencé en 2019 avec un très tiède soutien. Certains se demandaient même s'il allait aller la longueur. En 2020, là aussi, tous les sondages montraient qu'il avait de grandes difficultés. Il a eu des difficultés au début des scrutins primaires de 2020, pendant l'hiver. Et déjà, on voyait que le soutien dont il bénéficiait au sein du Parti démocrate est relativement tiède, chez les latinos en particulier, et chez les jeunes progressistes, y compris, c'est-à-dire ceux qu'on appelle progressistes, ceux qui sont sur l'aile gauche du parti. Alors, il arrive à la Maison-Blanche, il arrive avec une cote de popularité qui tourne autour de 55% en janvier 2021. C'est bien, c'est mieux que Donald Trump, mais c'est moins bien que la plupart de ses prédécesseurs récents. Et puis, ça commence à se déglinguer aux alentours de, je dirais, vers le mois de mai. Vers le mois de mai-juin, quand le Covid commence à reprendre, mai-juin 2021, quand le Covid commence à reprendre aux États-Unis. Également en raison de ce qui se passe et de ce qui se passait et qui continue de se passer à la frontière sud avec le Mexique. Cette crise migratoire où on voit des chiffres records de clandestins pénétrer aux États-Unis avec une frontière qui, semble-t-il, est ouverte à tout vent. Et cela commence à éroder le soutien dont bénéficiait la cote de popularité de Biden. Mais vraiment, ce qui c'est le point de jonction où les choses ont commencé à aller très très mal pour Joe Biden auprès de l'opinion publique américaine, c'est il y a exactement 1 an, quand les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan avec les images ahurissantes de l'aéroport de Kaboul, l'attentat qui a fait de nombreux morts parmi des soldats américains à la toute fin de ce retrait
américain. Et donc, Joe Biden a été jugé à ce moment-là incompétent, manquant de transparence. Et on a vu ces résultats dans les sondages continuer à diminuer. Et à ce stade, on peut dire de son mandat que le président Biden est le président le plus impopulaire dans l'histoire moderne des États-Unis, c'est-à-dire en gros depuis Harry Truman. Biden, ah oui, plus impopulaire que Jimmy Carter, qui n'était pas un président populaire, même plus impopulaire que Trump, au même moment du mandat. Donc là, si on s'en réfère aujourd'hui à une moyenne de sondage, Gilles, on voit que M. Biden remonte légèrement en ce moment. Il est à 40,6%. Par comparaison avec Trump, au même moment de son mandat, c'est-à-dire vers le 17 août 2018, Trump était à 43,3% de cote de popularité. Et pour remonter un peu avant, chez Obama, le 16 août 2010, Obama était à 44,4%. Donc on voit que Biden est en dessous de Trump et en dessous d'Obama à ce même moment du mandat. Donc il a perdu du soutien. Et il a perdu du soutien même chez les démocrates, c'est-à-dire chez les jeunes, chez les latinos surtout, et même un petit peu chez les Noirs, le président Biden. Donc c'est une situation difficile. Il a obtenu, au cours de l'été en particulier, quelques succès législatifs, notamment ce fameux Inflation Reduction Act qu'il vient de signer il y a à peine quelques jours, et qui est une version très édulcorée et très amoindrie en termes d'investissement de son fameux Build Back Better, qui était sa grande priorité législative qu'il avait présentée au tout début de sa présidence et qui n'a pas fini de partir en déliquescence à cause des divisions au sein même de la représentation démocrate à la Chambre et surtout au Sénat. Donc c'est un président affaibli, de plus en plus affaibli. Il remonte ces dernières semaines. Est-ce qu'il va être possible pour lui, dans ce qui nous sépare maintenant des midterms, des élections de mi-mandat, le 8 novembre prochain, de vraiment remonter dans les sondages et donc d'entraîner avec lui les chances des candidats démocrates aux législatives, à la Chambre, au Sénat, au poste de gouverneur et à la myriade de postes électifs municipaux et locaux qui vont être en jeu à ce moment-là. Personne ne peut le dire pour le moment, pour sûr. Est-ce qu'on commence à sentir des candidats potentiels démocrates se dissocier de M. Biden, sachant qu'il n'est pas très populaire? Il y a des candidats, il y a surtout des gens du Congrès qui commencent à rechigner et à s'engager. Et on voit d'ailleurs, et ça fait l'effet d'un coup de tonnerre, il y a eu ce fameux sondage du New York Times, un journal très pro-démocrate, le 11 juillet dernier, qui montrait que 64% des électeurs démocrates ne veulent pas que Joe Biden soit leur nominé, c'est-à-dire le candidat officiel du Parti démocrate en 2024. Autrement dit, ils ne veulent pas que Joe Biden fasse un second mandat. Donc ça serait historique s'il renonçait, Joe Biden, puisqu'on n'a pas vu un président américain renoncer à un deuxième mandat, un second mandat, depuis Lyndon Johnson en 1968. Et du coup, parce que le président Biden est affaibli, parce qu'il a énormément dégringolé dans les sondages, même s'il y a une toute petite légère reprise en ce moment, on a eu, au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, on a eu des voix plus ou moins anonymes qui laissent entendre que Hillary Clinton est toujours là. On l'a gardé comme une roue de secours. Que le ministre des Transports de Joe Biden, le fameux Pete Buttigieg, on s'en souvient de la campagne de 2020, un jeune candidat qui n'avait pas été bien loin, mais qui avait fait une petite impression et qui, s'il était le candidat du Parti démocrate en 2024, serait le premier candidat à être ouvertement homosexuel et marié avec un homme. Pete Buttigieg, qui pour le moment paraît relativement improbable en tant que candidat, mais enfin bon, voilà, son nom circule un petit peu. Kamala Harris, pas vraiment, parce que Kamala Harris est encore plus impopulaire que Joe Biden. Pour moi, c'est une énigme, je dois vous dire, Marie-Christine. J'avais l'impression, quand on l'a présenté comme étant même une successeur probable pour les démocrates, ayant du bagou, ayant une expérience exceptionnelle, j'ai l'impression qu'on l'a mis à genoux rapidement. C'est mon impression extérieure, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas poussé ce qu'on espérait d'elle, ce qu'on nous a vendu qu'elle pouvait être.
Alors Kamala Harris, c'est intéressant, elle avait fait une carrière assez fulgurante en Californie, hein, en tant que juriste, puis en tant que procureur. Elle était d'ailleurs relativement conservatrice, elle avait lutté avec force contre la criminalité, et pour cette raison-là, elle était relativement mal vue de l'aile gauche du Parti démocrate. Mais toujours est-il qu'en 2020, elle s'était un peu réinventée pendant la campagne, hein. Et face à Joe Biden, justement, on se souvient de ses attaques virulentes et saignantes contre Joe Biden pendant 2 et 3 mêmes débats des primaires démocrates, où elle avait accusé nommément Joe Biden, en le prenant à partie individuellement lors de ces débats, l'avait accusé essentiellement d'être un raciste et d'avoir causé des dégâts profonds au sein de la communauté noire américaine quand il avait été à l'origine d'un texte en 1994 pour lutter contre la criminalité. Donc on voit que c'était un revirement à 80 degrés de l'ancienne procureure, mais toujours est-il que ça avait attiré l'attention, évidemment, des médias, mais aussi de Joe Biden et des autres concurrents de Joe Biden à la primaire démocrate, de voir quelqu'un comme Kamala Harris l'accuser nommément, expressément devant les caméras. Cela dit, depuis qu'elle est vice-présidente, elle s'est peu fait remarquer, sinon par ses gaffes. Et y compris en politique étrangère, notamment quand elle est allée en Pologne au début de la guerre en Ukraine, où elle a dit des choses qui laissaient à penser que les troupes américaines étaient déjà en Ukraine. Donc elle a pas mal dérapé. Elle a été nommée par Joe Biden comme étant la monsieur ou madame immigration et problème de crise migratoire à la frontière sud. Sauf qu'elle ne s'y est rendue qu'une seule fois et encore à un endroit où il n'y avait pas vraiment de problème à la frontière sud, ce qui lui a été âprement évidemment reproché tant par les républicains que par les élus démocrates de la région, notamment ceux du Texas. Et depuis, elle ne s'est plus rendue à la frontière sud et apparemment elle a laissé tomber complètement le dossier de la crise migratoire des clandestins à la frontière avec le Mexique, ce qui lui est âprement reproché car c'est l'un des dossiers dans lequel M. Biden est le plus impopulaire, celui de l'immigration. Il culmine, je dirais, en moyenne des sondages actuellement, à 34% de satisfaits dans le dossier de l'immigration. Vous voyez, donc il a mécontenté à peu près tout le monde dans le dossier de l'immigration et Kamala Harris en est partiellement responsable. Oui, elle a déçu beaucoup de gens, y compris au sein du Parti démocrate, et elle est aujourd'hui encore plus impopulaire que le président Biden, et il apparaît difficile pour elle, en tout cas à ce stade, à moins que quelque chose d'extraordinaire ne se passe entre aujourd'hui et 2024, il me paraîtrait très difficile pour elle de faire valoir qu'elle est une candidate solide et fiable, puisqu'elle a démontré essentiellement son manque de connaissances, aussi bien en matière nationale, de politique intérieure, que de politique internationale. Et M. Biden, qui cumule les records, va en établir un autre. Il va devenir le premier président en fonction octogénaire cet automne. Oui, alors son âge, l'âge de Joe Biden est un problème, ça c'est évident, on le voit même en parlant à des électeurs démocrates. Son âge, mais aussi sa fragilité à la fois physique et cognitive. Hein, je veux dire, la plupart des gens qui suivent M. Biden de près savent qu'il oublie souvent les noms de ses ministres, de ses interlocuteurs étrangers, que son épouse Jill doit souvent lui rappeler de mettre son masque en présence du public ou de saluer de la main au balcon de la Maison-Blanche. On l'a même vu récemment l'aider à mettre sa veste. Enfin bon, cela forme un réel problème pour Joe Biden, non seulement auprès des Américains en général, Gilles, mais aussi au sein des électeurs démocrates qui souhaitent désespérément quelqu'un de dynamique pour se présenter éventuellement contre Donald Trump, bien sûr, mais quelqu'un de dynamique au pouvoir. Donc l'âge est un problème aussi pour Donald Trump, d'ailleurs. Absolument, il faut le dire, c'est ce que j'allais dire. Il n'est pas très jeune. Il n'est pas beaucoup plus jeune. Hein. Il a quoi, 2 ans de moins que Joe Biden, même si Trump, incontestablement, a plus de punch. Mais bon, pour chacun de ces 2 hommes, Trump et Biden, il y a aussi une alternative qui existe. Et ça, c'est un problème pour eux. Il y a des candidats potentiels qui existent et des candidats beaucoup plus jeunes. Hein, donc du côté de Trump, vous avez des gens comme Ron DeSantis, mais pas seulement. On peut penser au gouverneur de Virginie qui a été élu
brillamment l'an dernier, Glenn Youngkin, qui commence à se balader à travers les États-Unis, visiblement pour tâter le terrain. Il y a quelques femmes également du côté républicain. On peut penser à Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice de Trump auprès de l'ONU. On peut penser à quelqu'un comme la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem. Voilà des gens, l'ancien ministre des Affaires étrangères et l'ancien directeur de la CIA de Trump qui s'appelle Mike Pompeo. Bon, voilà. Donc là, il y a une alternative du côté républicain. Il y a une alternative à Trump, mais il y a aussi une alternative et des alternatives importantes à Biden. Mais en tout cas, donc s'il renonçait à un second mandat, ça serait une décision historique, comme je l'ai dit. Mais il y aura des gens qui sont susceptibles de se présenter et de lui faire concurrence, même s'il se décidait effectivement de se présenter, ce qu'il maintient pour le moment d'ailleurs, hein, quand on lui pose la question lors des très rares conférences de presse qu'il donne, et il en donne peu, et aux Et on rares remarque questions... les questions sont souvent plus longues que les réponses. Hein. Exactement. Quand il y répond, parce que bien souvent il tourne le dos et il part, oui. mais bon, ce qui lui a valu d'ailleurs, il faut le dire, non pas une mais deux plaintes du corps des correspondants accrédités à la Maison Blanche l'an dernier, cette année d'ailleurs, 2 plaintes. Mais enfin bon, quand il répond à cette question, Joe Biden donc maintient qu'il va se présenter en 2024, et Kamala Harris a été interrogée récemment sur la question, et elle a également maintenu que le président Biden se représentera. Le dernier point, on va parler un peu des élections qui s'en viennent de mi-mandat. Et on sent que les citoyens américains semblent fatigués des 2 vieux partis. On a parlé de l'émergence peut-être d'une 3e voie. Ça fait plusieurs fois qu'on dit ça dans l'histoire récente des États-Unis. Est-ce que ce sera la bonne cette fois-ci? Je ne sais pas, mais on parle... on évoque même la radicalisation des 2 grands partis. Donc, ça va plus loin que ce qu'on critiquait auparavant. Je crois que les citoyens américains sont plus que fatigués des 2 vieux ou des 2 grands partis, comme on les appelle traditionnellement aux États-Unis, le Parti républicain et le Parti démocrate. Ils en ont franchement ras-le-bol et ils veulent désespérément un changement. Ils veulent surtout une offre politique élargie, au moins élargie. On le voit régulièrement depuis des années, les Américains rejettent de plus en plus l'offre politique binaire. Et en 2021, ils n'ont même d'ailleurs jamais été si peu nombreux à se dire démocrates ou républicains. Il y a 26% des électeurs qui se disent démocrates, 26% qui se disent républicains. C'est très bas. La part majoritaire de l'électorat américain aujourd'hui, la part grandissante de l'électorat américain aujourd'hui, Gilles, ce ne sont plus les 2 grands partis, ce sont les électeurs qui se disent indépendants, c'est-à-dire qui ne se reconnaissent ni dans le Parti républicain ni dans le Parti démocrate. 44% aujourd'hui des électeurs se considèrent comme indépendants, c'est une augmentation de 3 points par rapport à 2020. Et en plus de cela, quand on les interroge sur ces dossiers, sur cette question, les Américains sont à 2/3, 62%, à dire que les 2 grands partis, le Parti républicain, le Parti démocrate, ne les représentent pas ou ne les représentent plus. C'est grave dans une démocratie. Si bien qu'ils considèrent qu'au moins un 3e parti serait nécessaire. Ça, c'est la proportion, 62%, la plus élevée jamais enregistrée par Gallup, un institut de sondage, depuis 2003, qui est la date à laquelle les sondeurs de Gallup ont commencé à poser la question aux Américains. Et quand on affine encore et quand on leur demande OK, quel genre de réforme vous aimeriez voir? Ils aimeraient voir une réforme importante, 43%, et même pour 42 autres %, ils la souhaitent complète, une réforme complète. Donc, cette évolution de l'électorat américain, elle marque, je dirais, l'ampleur de la faillite du système à 2 partis aux États-Unis, du système bipartite. Et effectivement, on parlait d'hyperpolarisation, de radicalisation. On peut dire aujourd'hui que le Parti républicain et le Parti démocrate sont devenus les otages du système qu'ils ont eux-mêmes construit et verrouillé. Et qu'ils sont, en marge de cela, devenus en plus les otages de leurs extrêmes respectives. Et alors, pourquoi ça? Parce qu'on a eu les primaires, ça a amené à des excès. Les primaires, ça donne la prime souvent au candidat le plus extrême.
l'exclusion des candidats alternatifs au débat télévisé, présidentiel notamment, la médiocrité, il faut bien dire, des candidats qui sont proposés par ces deux grands partis à toutes les élections, je ne parle pas seulement des élections présidentielles, mais à toutes les élections, le fait que ces élections ne se fassent qu'à un tour, tout cela, avec beaucoup d'autres choses, comme le charcutage électoral auquel se livrent éhontément le Parti républicain et le Parti démocrate avant chaque élection, eh bien tout cela, je dirais, font que les deux grands partis ne parlent plus vraiment qu'à leur base respective. Et alors, l'un des derniers symptômes en date de cette dégénérescence, et il a fallu que je m'y reprenne à 2 ou 3 fois pour le croire, le dernier symptôme, Gilles, de cette dégénérescence du système bipartite américain, c'est ce qui vient d'être révélé récemment aux États-Unis. Certains organes du Parti démocrate, notamment l'Association nationale des gouverneurs démocrates, pendant les primaires qui ont lieu là en ce moment, en vue des midterms, avant de passer à ce qu'on appelle l'élection générale du 8 novembre, il y a des primaires au sein des deux partis sur une myriade de postes. Et bien pendant ces primaires-là, l'Association nationale des gouverneurs démocrates notamment, mais d'autres organes du Parti démocrate également, se sont livrés à une manœuvre incroyable. Ils ont soutenu par différents moyens, et notamment par de l'intox, véritablement, par de la contre-propagande et propagande, des candidats républicains pro-Trump, qui ont été même adoubés par Trump, dans l'espoir de s'assurer la victoire, ou une victoire plus facile, pour leurs candidats à eux démocrates, aux élections de mi-mandat du 8 novembre prochain. La manœuvre a, entre guillemets, beaucoup de guillemets, réussi dans le Maryland, l'État du Maryland. Alors l'État du Maryland, c'est un cas d'école, c'est un État extrêmement démocrate, n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est un État qui, depuis quelques années, a un gouverneur républicain, très modéré, très anti-Trump, qui s'appelle Larry Hogan. Larry Hogan ne peut pas se représenter pour un nouveau mandat, et il avait proposé aux primaires républicaines, pour le poste de gouverneur, un de ses protégés, quelqu'un de modéré, etc., qui avait son aval. Contre le candidat de Larry Hogan s'est présenté un candidat trumpiste qui a été adoubé par Trump. Et il est ressorti des révélations qui ont été faites récemment que l'Association nationale des gouverneurs démocrates a appuyé, a fait des pieds et des mains, de manière plus ou moins manœuvrière, pour appuyer le candidat trumpiste contre le candidat modéré proposé par le gouverneur républicain Hogan. Et cela a marché puisque le candidat préféré du gouverneur républicain modéré Hogan a été battu par le candidat trumpiste. Alors, ce qui a amené le New York Times à critiquer vertement ce genre de manœuvre dans un éditorial. On sait que le New York Times est très pro-démocrate, et le journal, le New York Times, a même dénoncé dans cet éditorial, je cite, une nouvelle descente vers le cynisme électoral. Alors moi, ce qui me frappe là-dedans, Gilles, aussi, c'est que le New York Times s'émeut, certes, mais il s'émeut notamment que ce genre de manœuvre puisse se retourner un jour contre le Parti démocrate, et que les apprentis sorciers là, de l'Association nationale des gouverneurs démocrates risquent de faire élire des Trumpistes le 8 novembre, mais aussi à d'autres scrutins. Mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave que ça encore, et de plus important, surtout pour le système démocratique américain, c'est que quand un parti, quel qu'il soit, démocrate ou républicain, se livre à ce genre de manœuvre cynique, pour le moins, cela veut dire qu'on en est arrivé à un point où les deux grands partis, avec beaucoup de guillemets à grands, sont dans une telle faillite qu'ils sont eux-mêmes conscients qu'ils ne peuvent pas gagner sur leur mérite, sur leur propre mérite, sur le mérite de leurs candidats, sur le mérite de leurs idées. Et là, il y a un réel problème. C'est la magouille qui s'installe. N'importe quoi, ben pas n'importe quoi, mais beaucoup de façons de faire qui sont plus ou moins élégantes au minimum. Et ce genre de façon de faire, et c'est pour ça que je n'en croyais pas à mes oreilles, pourtant j'en ai vu pas mal en couvrant les États-Unis, depuis les États-Unis pendant près de 30 ans, Gilles, mais le rôle de l'argent dans les campagnes, par exemple, et autres, mais ça, c'est quelque chose qu'aucune autre démocratie occidentale n'a vu. Je veux dire qu'un parti appuie les candidats les plus extrêmes d'un autre parti dans l'espoir que ces candidats à lui vont pouvoir avoir une victoire plus facile. Voyez, donc ça, c'est pas quelque chose qu'on voit en France, ni au Canada, ni ailleurs, dans une autre démocratie occidentale. Donc là, il y a un réel problème. C'est quelque chose qui révèle l'état de décadence, de déliquescence, de dégénérescence de ce système à deux partis et des deux partis eux-mêmes,
qui n'arrive plus à convaincre. Je l'ai dit, il y a très peu d'Américains qui se reconnaissent aujourd'hui dans le Parti démocrate, très peu qui se reconnaissent dans le Parti républicain, et la plupart qui veulent une réforme fondamentale du système. Mais ces deux partis sont désormais conscients véritablement, puisque ces manœuvres sont volontaires bien sûr, sont conscients qu'ils ne peuvent plus gagner aujourd'hui sur leur simple mérite. Merci beaucoup, Marie-Christine, de nous avoir parlé. C'est fort gentil. C'était très éclairant. On peut peut-être finir sur une note d'espoir, ceci dit Gilles. Allez-y. Je vais quand même finir sur une note d'espoir quand même pour la démocratie américaine. C'est qu'on a quand même un troisième parti qui vient d'être créé il y a à peine quelques jours. Et il y en a déjà d'autres partis. On a eu dans toutes les élections, y compris la dernière élection présidentielle, il y avait un candidat des Verts, il y avait une candidate du Parti libertarien, et qui ont quand même réussi en 2020 à réunir plus de 3 millions d'électeurs. Bon. Mais là, ces derniers jours, on a vu un troisième parti se former qui s'appelle le parti En Avant, le parti Forward, et qui a été fondé par un démocrate, un gars qui s'appelle Andrew Yang et qui son nom rappellera quelque chose aux gens qui ont suivi la présidentielle de 2020, puisque c'est un jeune milliardaire démocrate qui a été l'un des rivaux de Joe Biden lors des primaires démocrates en vue de la présidentielle de 2020. Il vient de créer un troisième parti, le Forward Party, qui est un parti alternatif composé pour le moment donc est formé de démocrates, de républicains et d'indépendants. Et donc là, il y a peut-être un espoir. Et je pense que le moment est propice. Je crois que le climat est propice maintenant à l'émergence d'autres partis parce que justement les Américains sont si dégoûtés du système à deux partis. Il y a vraiment un désir de plus en plus grand des Américains d'avoir plus de choix. Il y a vraiment une désaffection désormais majoritaire envers les deux grands partis et ce système qu'ils ont forgé. Il y a un mécontentement et un rejet envers Trump et Biden, à tout prendre, dans les sondages le montrent très bien, les 2/3 des sondés ne veulent ni de l'un ni de l'autre, ni de Trump ni de Biden. Et donc là, il y a un moment qui est propice à un élargissement, au moins un élargissement, je dirais, du discours, du débat politique et électoral. Et donc là, il y a peut-être une note d'espoir avec laquelle on peut finir avec la création de ce nouveau parti. On verra bien ce que cela donne. Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci, Gilles. Bonne fin d'été et à bientôt.